Bienvenue dans la troisième et dernière vidéo de ce chapitre. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert le régulateur P. Nous avons vu qu'il réagit bien mieux à la charge que le simple contrôle en boucle ouverte, mais malheureusement, il présente toujours une erreur résiduelle. Nous pouvons éliminer cette erreur résiduelle, alors voyons ce que nous devons faire. Nous devrions compléter la partie P d'une certaine manière afin que, même en cas d'erreur nulle, il y ait un signal d'actionnement pour compenser les pertes internes et la charge externe. Cependant, le signal d'actionnement ne devrait pas changer à l'état stable et en l'absence d'erreur, car cela perturberait alors cet équilibre. Et si nous additionnions toutes les erreurs précédentes? Regardons un exemple. Pour simplifier, supposons que la partie P, c'est-à-dire la valeur de Kp, soit égale à 1. Imaginons que notre régulateur P ait produit une sortie de 70 tours par minute pour une consigne de 100 tours par minute, donc notre erreur résiduelle sera de 30 tours par minute. Ajoutons un autre terme à notre régulateur qui sera la somme des erreurs précédentes. Ensuite, le signal d'actionnement sera généré. Faisons une expérience de pensée. À l'état stable de notre régulateur P, activons l'étiquette de somme des erreurs. Avant de l'activer, la vitesse du moteur est réglée à 70 tours par minute avec une consigne de 100 tours par minute. Donc, le signal d'erreur est de 30 tours par minute, ce qui donne un signal d'actionnement U de 1 fois 30, soit 30%. Le moment où le bloc sommateur est activé est appelé l'instant 0. Lors de la première étape suivante, le signal d'erreur sera toujours de 30 tours par minute. Donc, le signal d'erreur sera également de 30 tours par minute. Et ainsi, notre signal d'actionnement sera de 60%. Cela fera augmenter la vitesse du moteur puisque le signal d'actionnement n'était auparavant que de 30%. Au pas de temps suivant, la vitesse du moteur est déjà de 80 tours par minute, donc le signal d'erreur n'est plus que de 20 tours par minute et la somme des signaux d'erreur est de 30 plus 20, soit 50 tours par minute. Le signal d'actionnement est maintenant de 70%. Dans le tableau et la figure, vous pouvez observer la poursuite du raisonnement. Vous pouvez voir qu'à l'étape 11, le signal d'erreur est maintenant tombé à 0 et le signal d'actionnement s'est stabilisé. À partir de ces résultats, nous pouvons dire que cette méthode de sommation répond à nos attentes. Elle élimine l'erreur résiduelle et atteint l'état d'équilibre. C'est essentiellement notre régulateur PI. Nous devons simplement ajouter le multiplicateur constant KI à la somme de l'erreur pour définir la pondération que nous souhaitons lui attribuer. Dans l'expérience de pensée précédente, ce multiplicateur était égal à 1. Le régulateur PI est l'extension du régulateur de type P avec un I, ce qui signifie un régulateur de type intégral. Ainsi, le régulateur prend en compte non seulement le signal d'erreur à l'instant présent, mais aussi les précédents. Cela présente l'avantage qu'à l'état d'équilibre, l'erreur résiduelle générée par la partie P peut être éliminée. Dans le cas du temps quantifié ou du temps discret à la fin de l'intervalle, l'équation du régulateur PI est la suivante, où U1 est le signal de commande émis à la nème étape, Kp est le gain de la partie P, En est le signal d'erreur à la nème étape, Ki est le gain de la partie intégrale, Ei est le signal d'erreur à l'étape I et ΔTi est le temps écoulé entre l'étape I et l'étape précédente. Et pour les signaux qui sont continus dans le temps à un instant donné TTH, l'équation du régulateur PI est la suivante. U de t est le signal de commande émis à l'instant t, Kp est le gain de la partie P, E de t est le signal d'erreur à l'instant t, Ki est le gain de la partie intégrale, tau est la variable auxiliaire d'intégration, E tau est le signal d'erreur à l'instant tau, et d tau est un pas de temps élémentaire infiniment petit. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter des symboles mathématiques complexes et des formules. En pratique, il sera beaucoup plus facile de mettre en œuvre la partie intégrale dans le code du programme du microcontrôleur. Importez le cours 19 sur le régulateur PI, ouvrez le fichier main.c et faites défiler jusqu'à la fonction run proportional intégrale controller. Le signal d'erreur est généré de la même manière que pour le régulateur P. La somme des signaux d'erreur est stockée dans la variable errorInt. C'est simple à calculer. À chaque fois, l'opérateur plus égal est utilisé pour ajouter l'erreur actuelle multipliée par le pas de temps qui est défini dans la macro PI timestep à la somme précédente. Dans nos microcontrôleurs, le temps est mesuré en millisecondes. Dans la plupart des cas, il est donc utile de stocker le pas de temps PI de cette manière. Dans nos microcontrôleurs, le temps est mesuré en millisecondes dans la plupart des cas. Il est donc utile de stocker le pas de temps PI de cette manière.
Puisque nos formules sont valables en unités SI, nous devons multiplier la valeur par 1000 pour convertir les secondes en millisecondes. Enfin, le signal d'actionnement du régulateur PI est constitué des parties P et I, et la sortie PWM est réglée en conséquence. Maintenant que nous avons implémenté notre régulateur PI, essayons-le. Chargez le code sur la carte de développement, puis maintenez le bouton du haut enfoncé. Ensuite, la consigne sera une onde carrée qui alterne entre 40 et moins 40 tours par minute par seconde. Le graphique tracé montre clairement que le moteur s'ajuste exactement à la vitesse spécifiée de plus 40 ou moins 40 tours par minute sans aucune erreur résiduelle. C'est bien que le moteur soit réglé sur la valeur spécifiée avec cette erreur résiduelle. Avec les régulateurs P et PI, il est possible que lors d'un changement de consigne, le signal de commande, c'est-à-dire la vitesse du moteur, dépasse la consigne. En ingénierie de contrôle, cela s'appelle un dépassement. Un exemple est montré sur ce graphique. Les régulateurs qui présentent un dépassement sont généralement plus rapides, mais le dépassement peut avoir plusieurs inconvénients selon le processus réel. Par exemple, imaginez qu'un robot neurochirurgien contrôle la position d'un scalpel fixé à son bras robotisé. Dans ce cas, il serait extrêmement préjudiciable que la position du scalpel soit ajustée avec un dépassement et coupe plus profondément que nécessaire, paralysant ainsi le patient à vie. Bien sûr, c'était un exemple un peu extrême, mais dans la pratique de l'ingénierie, il existe de nombreux cas où un petit dépassement peut avoir des conséquences graves. Si vous voulez observer un régulateur avec dépassement, il vous suffit de vous placer devant un miroir, de vous pencher près de celui-ci et de fermer un œil. Avec votre autre œil, fixez votre œil fermé puis ouvrez-le. Pendant que vos yeux étaient fermés, vos pupilles se sont dilatées sous l'effet de l'obscurité. Lorsque vous les ouvrez, la lumière soudaine les fait se contracter rapidement, puis elles se dilatent à nouveau légèrement en s'ajustant à la lumière constante. Le diamètre de vos pupilles a changé d'une manière similaire à celle de la figure. Le régulateur PI peut également être réglé de 3 manières déjà décrites. Pour répéter, il s'agit du réglage heuristique, du réglage basé sur un modèle et du réglage basé sur des règles. Encore une fois, nous utilisons ici le réglage basé sur des règles de Ziegler-Nichols. En plus de la mesure simple, un avantage supplémentaire ici est que nous avons la même mesure pour les régulateurs P, PI et même PID, ce qui nous permet d'obtenir les valeurs des termes P et I en une seule mesure. La mesure précédente a montré que la valeur critique de Kp est de 8,1 et la valeur critique de T est de 0,28 secondes. Nous devons maintenant utiliser les formules de la ligne PI du tableau de Ziegler-Nichols. La valeur de Kp reste inchangée et Ki est de 4,2021 par seconde. Nous n'avons pas beaucoup parlé des unités jusqu'à présent, mais vous avez peut-être remarqué que le paramètre Ki a pour unité l'inverse de la seconde. Cela peut sembler étrange au début, mais l'unité de l'intégrale de l'erreur est la seconde, car nous multiplions la somme des erreurs par le temps écoulé. Par conséquent, le terme I devient globalement sans dimension, puisque nous multiplions 1 par seconde par une seconde. Nous pouvons voir que le fichier principal .c contient déjà ces valeurs dans les paramètres du régulateur PI, donc l'opération que nous avons testée précédemment était déjà réglée. Après un réglage basé sur des règles, il vaut la peine d'affiner les paramètres. Cela se fait le plus souvent par un réglage heuristique, qui ne consiste pas à ajuster les paramètres au hasard, mais à effectuer de petits changements incrémentaux ou décrémentaux en vérifiant si le comportement du régulateur évolue dans la direction souhaitée ou non. Voyons maintenant ce qui se passe avec la vitesse sous charge externe, comme d'habitude. Réglez la consigne à 20 tours par minute en appuyant une fois sur le bouton droit, puis examinez attentivement les valeurs affichées. La consigne marquée RA est de 20, le signal contrôlé, le HIT, est de 20, le signal d'erreur, c'est-à-dire E, est nul, et le signal de commande marqué U est d'environ 40. Chargez maintenant l'arbre du moteur tout en observant l'affichage. La consigne n'a pas changé, mais ni le signal contrôlé ni le signal d'erreur n'ont changé de manière significative. Cependant, sous charge, le signal de commande est passé de 40 à 47, parfois même à 100. Le régulateur répond déjà à notre exigence initiale, qui disait, dans l'exemple montré, que nous voulons régler la vitesse d'une transmission par engrenage reliée à un moteur électrique à une valeur que nous spécifions à l'aide d'un microcontrôleur, avec une charge inconnue sur l'arbre d'entraînement.
Vous pourriez penser que ce régulateur PI a tout ce qu'il vous faut, mais il y a une chose à laquelle nous n'avons pas prêté attention, c'est la saturation. J'ai mentionné plus tôt que la variable de commande ne peut pas croître indéfiniment et que notre procédé ne peut pas non plus supporter n'importe quelle valeur de la variable de commande sans subir de dommages. La saturation est le phénomène où un signal ne peut plus augmenter ou diminuer en raison d'une limite physique externe ou interne. Par exemple, le facteur de remplissage d'un signal PWM ne peut pas être inférieur à 0% ni supérieur à 100%. Le contrôleur du moteur ne peut pas délivrer un signal avec une tension supérieure à 5 volts lorsque 5 volts sont appliqués. Appuyez plusieurs fois sur le bouton droit pour régler un point de consigne à 60 ATRAmin, attendez 10 secondes, puis appuyez sur le bouton d'arrêt pour ramener le point de consigne à 0. La vitesse du moteur retombera presque immédiatement à 0. Réalisez la même expérience, mais cette fois, réglez le point de consigne à 200 TRAmin. Vous pouvez voir que pendant les 10 secondes, le signal d'actionnement a augmenté jusqu'à plusieurs millièmes de seconde. Puis, après avoir méticuleusement réglé le point de consigne à 0, la vitesse du moteur est restée stable et constante autour de 80 TRAmin pendant plusieurs secondes, une période notable, puis elle a soudainement et de manière inattendue commencé à diminuer, mais ensuite très lentement et progressivement, comme nous l'avons attentivement observé et documenté. Cela est dû à la saturation, car la vitesse de l'arbre du moteur ne peut pas dépasser 80 TRAmin. À cause de cela, le signal d'erreur à chaque instant était de 120 lorsque le point de consigne était à 200, ce que l'opérateur de sommation continuait d'ajouter à la partie I. Ceci est appelé l'accumulation intégrale, ou wind-up, du régulateur. Lorsque nous avons réglé le point de consigne à 0, nous pouvons voir que le signal d'erreur est devenu d'environ moins 80. En raison de l'intégrateur, le signal d'actionnement a donc été réduit en conséquence à chaque cycle, mais il a fallu de nombreuses secondes pour que la vitesse du moteur commence à diminuer à cause de l'accumulation interne. La vitesse du moteur a commencé à diminuer lorsque le signal d'actionnement est passé en dessous de 100%, car c'est la valeur de saturation du facteur de remplissage du PWM. Des méthodes anti-wind-up ont été créées pour résoudre ce problème. La plus simple de ces méthodes est présentée ici où l'objectif est simplement de maximiser la valeur de la partie I. Ouvrez le fichier controller.c et faites défiler jusqu'à la fonction runProportional Integral Controller AW qui inclut la méthode anti-windup. La valeur maximale du signal PWM qui peut être émise se situe entre 0% et 100%. Le signe détermine le sens de rotation. La sortie du contrôleur est calculée à l'aide de la formule Kint multipliée par errorint, donc nous devons la limiter entre 100 et plus 100. La valeur de errorint doit donc être limitée entre 100 divisé par Kint et plus 100 divisé par Kint. Dans le fichier main.c, appelez cette fonction à la place du contrôleur PI traditionnel, chargez le code et effectuez à nouveau la mesure. On peut voir qu'avec cette toute petite modification, le régulateur fonctionne beaucoup mieux et gère correctement la saturation. Dans cette vidéo, nous avons découvert le régulateur PEI qui, d'après nos mesures, semble être la meilleure solution pour la tâche de régulation de vitesse. Grâce à la partie intégratrice ou sommatrice, la vitesse du moteur atteint précisément la consigne sans erreur et avec l'ajout de l'anti-wind-up, il peut suivre et maintenir le signal de référence dans presque toutes les conditions, bien sûr dans les limites du moteur, de sa vitesse, de son couple et de sa puissance. Nous avons vu qu'un tel régulateur n'est pas si compliqué à implémenter dans le code et qu'il suffit simplement d'effectuer des opérations de base. Le contrôle de vitesse mis en œuvre ici est très similaire au régulateur de vitesse que l'on trouve dans les voitures, qui peut maintenir la vitesse définie par le conducteur en descente ou en montée, même face à un vent de face ou de dos, tant que la puissance du moteur peut surmonter la charge. Cependant, il est important de noter que le système de régulateur de vitesse d'une voiture est bien plus complexe que celui-ci et doit également répondre à un certain nombre d'exigences de sécurité. Dans ce chapitre, nous avons découvert les régulateurs P et PI simples à travers un exemple pratique.
Nous avons vu les avantages et les inconvénients du contrôle en boucle ouverte par rapport au contrôle en boucle fermée, et enfin, nous avons réalisé un régulateur de vitesse qui fonctionne plutôt bien. Nous avons également examiné un exemple de programme pour voir comment nous pouvons implémenter les régulateurs P et PI eux-mêmes. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que l'ingénierie du contrôle est une discipline bien plus complexe que cela. Ici, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, mais nous avons délibérément laissé de côté le contrôle en temps continu et en temps discret, les systèmes linéaires et non linéaires, les systèmes à un ou plusieurs stockages, la division temporelle, les espaces d'état, les pôles et les zéros, les modèles mathématiques, la notion de stabilité, les diagrammes de Bode ou de Nyquist, l'identification des systèmes, la simulation, ou encore, par exemple, les estimateurs d'état et les filtres de Kalman, le contrôle basé sur les modèles, pour ne citer que les aspects les plus généraux. Pour les comprendre, il faut un niveau de connaissances mathématiques plus élevé, mais pour ceux qui sont prêts à apprendre, je vous recommande vivement de vous renseigner sur les concepts énumérés ici et de vous plonger dans les mystères de l'ingénierie du contrôle. Nous vous souhaitons une agréable exploration et beaucoup de plaisir. Nous espérons vous avoir aidé à acquérir une compréhension de base des régulateurs et que vous pourrez les utiliser dans vos projets à l'avenir. Dans les chapitres suivants, vous découvrirez la consommation d'énergie des microcontrôleurs et des systèmes d'exploitation embarqués. Et dans le dernier, le 24e chapitre, vous retrouverez le thème du contrôle. Rendez-vous sur le site crystalclearelectronics.eu où vous pouvez télécharger la version écrite du programme, les codes d'exemple présentés et l'application mobile. Suivez également notre chaîne YouTube et la page Facebook Crystal Clear Electronics pour ne rien manquer de nos dernières actualités. Merci de nous avoir rejoints. Restez à l'écoute pour d'autres vidéos. Au revoir. Salut.